Eh bien, rebonjour à tous éventuellement, pour ceux ceux qui l'ont peut-être déjà vu. Merci pour venir digérer vos crêpes et vos repas avec moi cet après-midi. On va essayer de faire en sorte que la digestion se passe bien. Donc, on va parler cet après-midi de Retrieval Augmented Generation. Qui en a déjà entendu parler? Ah ouais, la majorité, c'est trop bien. Donc, en fait, les LLM connaissent plein de choses, mais forcément, ils connaissent pas grand-chose sur nos données. Et RAG, c'est une approche pour faire en sorte que les LLM apprennent, en tout cas, à répondre à des questions sur ses propres données, ses propres documents. Donc, je m'appelle toujours Guillaume Laforge, ça n'a pas changé depuis ce matin. Vous pouvez me suivre où vous voulez sur les réseaux sociaux. Et on va voir d'abord, pardon, on va voir d'abord une introduction, ce que c'est RAG, comment ça fonctionne. On va voir ensuite, donc il y a deux grandes phases dans l'approche RAG. Il y a la phase d'ingestion des documents et ensuite la phase de retrieval, je ne sais pas comment on dit, de récupération, je ne sais pas comment dire en français, des documents, de remontée des documents. Et ensuite, on verra aussi des choses un petit peu plus avancées, comment pallier à certains défauts éventuellement de RAG. Donc, je vais vous montrer l'implémentation de différentes techniques en utilisant un framework qui s'appelle LangChain4j. Donc, c'est comme LangChain, qui est un peu plus connu dans l'environnement Python, mais pour les développeurs Java. Donc, c'est un projet qui a bientôt 2 ans, je crois d'ailleurs, ouais, un truc comme ça. Ça va être bientôt son deuxième anniversaire. Et je vous montrerai comment on l'utilise. Je ne rentrerai pas très en détail non plus dans le framework, mais on verra un petit peu ce que le framework est capable de faire. Donc, il propose des intégrations avec plein de LLM différents, de bases de données différentes, capacité de découper des documents en petits morceaux, etc. Et ça va nous être très utile pour implémenter le RAG. Donc, le RAG, dans les limites des LLM, qu'est-ce qu'on a? On a le fait qu'ils ont une date limite pas d'apprentissage, mais en tout cas, la date à laquelle leur dernier apprentissage a été fait, ou en tout cas la date des données qui a été utilisée pour leur dernier apprentissage. Donc, ce qui fait que si je demande à un modèle, qu'est-ce qu'il y a eu comme news ces derniers jours? Putain, j'ai vraiment pas suivi les infos, moi. Le pape, bah ouais, par exemple, le pape, est-ce que le pape est vivant? Bah, la plupart des modèles, s'ils n'utilisent pas en plus la recherche sur le web, la plupart des modèles, ils vont dire, bien sûr, le pape est vivant, il s'appelle François, etc. Mais en fait, voilà, les modèles ont été entraînés. Alors souvent, il y a des dates, cut-off date, fin 2023, 2024, etc. Par exemple, Gemini, je crois que sa date, ça doit être octobre 2024, si je ne dis pas de bêtises, mais des choses qui sont passées après octobre 2024, il ne connaît pas forcément. Heureusement, dans l'intégration qui est faite dans les chatbots comme Gemini, Google.com, ChatGPT.com, etc., ils rajoutent aussi l'accès aux news, aux dernières news, ce qui fait qu'ils ont, même si ça ne fait pas partie de leur connaissance, ils ont quand même accès aux dernières informations. Mais donc ça reste un problème et en particulier après pour ses propres données, c'est logique que les modèles n'aient pas de connaissances par rapport à vos propres données d'entreprise, de clients, etc. Donc voilà, c'était mon deuxième point. Donc comment on peut faire pour pallier à ça? Après, on a vu ce matin, pour ceux qui étaient là, que les LLM peuvent halluciner, et en particulier, alors même si on devrait appeler ça des confabulations, le fait est que les hallucinations, c'est le fait qu'un LLM ne sache pas répondre à une question et du coup, il essaye quand même d'y répondre sans savoir qu'il ne sait pas, enfin, qu'il ne sait pas y répondre. Donc, c'est pour ça que ça produit des hallucinations. Mais est-ce qu'on va pouvoir trouver un moyen, oui, avec RAG, d'arriver à faire en sorte que le LLM se base sur des informations qu'on lui donne pour répondre correctement aux questions des utilisateurs? Il y a aussi l'autre problème qui est la notion de context window, c'est-à-dire le nombre de tokens qu'on peut envoyer à un LLM est limité. Alors, il y a des grands modèles comme Gemini qui acceptent jusqu'à 1 million de tokens. Dans 1 million de tokens, on peut mettre tous les livres d'Harry Potter et du Seigneur des Anneaux dans un seul contexte, par exemple. Mais il y a beaucoup de LLM qui sont limités et dans les plus grands, il y en a qui vont aussi jusqu'à 200 000 tokens, d'autres juste 30 000, 60 000, etc. Et les plus petits modèles, souvent, ils ont des contextes window assez restreintes. Et ce qui veut dire qu'on ne peut pas mettre forcément toutes les données de l'entreprise, de nos clients, tous nos propres documents dans un prompt.
Parce qu'on se dit, ah, bah, si je mets tout dans le prompt, il va pouvoir répondre à toutes les questions par rapport à toutes mes données. Mais bah, il va falloir trouver comment découper les données et comment ne donner que les données pertinentes pour pouvoir répondre à une question d'un utilisateur. Donc le RAG, c'est 3 lettres, hein. C'est comme Strawberry avec 3 R. Il y a R, il y a A et il y a G. Donc il y a l'aspect retrieval qui est quand l'utilisateur pose une question, on va essayer de trouver des sources d'informations qui sont pertinentes par rapport à la question. Il y a la partie augmentation, c'est là où on va aider le LLM en lui donnant des informations supplémentaires. Donc on va lui dire, alors je crois que j'ai une petite animation, voilà. Là, la petite bulle, c'est finalement le prompt qu'on va donner au LLM, c'est-à-dire, hop, tu dois répondre à la question de l'utilisateur. On va remplacer ce placeholder-là. Et tu vas baser ta réponse par rapport à des extraits que je vais te donner dans le contexte. Donc l'augmentation, on va remonter ce qu'on a retrouvé d'une base de données ou autre, on va les rajouter, ces extraits, dans le prompt du LLM et on va lui dire, base ta réponse sur ce contexte-là. Et donc la génération, bah, c'est juste quand on appelle le LLM pour qu'il génère sa réponse. Donc les avantages, on améliore bah, la précision, on a des réponses qui sont vraiment basées sur les informations qu'on a mis dans le contexte du prompt. Ça réduit aussi les hallucinations, vu qu'on lui donne les bonnes informations pour répondre aux questions. Enfin, on essaye en tout cas. On a des informations aussi à jour, en tout cas, que celles qu'on a pu mettre dans le prompt. Et moi, c'est peut-être presque ce quatrième aspect que je trouve plus intéressant, c'est-à-dire que on est capable d'expliquer pourquoi le LLM a répondu de la manière qu'il a répondu. Parce qu'en fait, on sait qu'est-ce qu'on aura mis dans son contexte, dans sa contexte window pour répondre aux questions. Donc, on va être capable de dire, ah bah, j'ai donné le document PDF là, j'ai donné ce document-là, cette table de base de données, etc. Les sources de la réponse du LLM sont là, je peux les montrer, et du coup, ça augmente aussi la confiance que les utilisateurs peuvent avoir dans l'intégration que vous faites du LLM quand il remonte les informations. Donc là, on va voir un petit schéma un petit peu plus architectural. Donc comment ça fonctionne? Il y a 2 phases. La phase d'ingestion. Donc on prend tous les documents, des bases de données, des PDF, ce qu'on veut. On va les découper en petits morceaux. Donc c'est important parce qu'on veut avoir finalement juste des extraits, puisque la réponse à une question donnée va être dans un extrait, ça ne va pas être dans tout le document qu'on pourrait lui donner. Ensuite, on va calculer une représentation vectorielle de ce texte, parce que les LLM, ils utilisent des matrices, des vecteurs, etc. Et ils représentent tout sous forme enfin, toutes les informations sous forme de vecteurs, de grands tableaux de valeurs flottantes. Et ce qui est intéressant, en fait, c'est que donc on va pouvoir stocker les extraits de texte, de documents dans une base de données et également associer le vecteur qui a été calculé correspondant à ce texte-là. Et ce qui va être intéressant, en fait, c'est que les 2 textes qui sont similaires, qui sont très proches, ils vont également avoir des vecteurs qui sont très proches. Donc même si on faisait un bête diff ou une distance de Levenstein ou je ne sais quoi, pour calculer la distance entre 2 chaînes de caractères, elle pourrait être de 100% la distance, mais le texte pourrait vouloir dire exactement la même chose, simplement parce qu'on on l'a écrit dans une autre langue, ou on a utilisé beaucoup de synonymes, etc. Mais par contre, au niveau de la représentation vectorielle, eh ben, on va avoir des vecteurs qui sont très proches avec des valeurs qui sont proches. Et on va pouvoir calculer soit une distance, soit une similarité. Il y a différentes manières de faire ce calcul-là. Et bah, des vecteurs qui vont être proches ou pointés dans la même direction, ça veut dire que le texte qu'ils représentent sont sémantiquement liés ou peut-être même synonymes un peu l'un de l'autre. Et ce qui est intéressant, c'est que souvent, on a remarqué en tout cas, que une question, le vecteur d'une question est proche d'un texte qui contient la réponse à cette question. Donc, on va pouvoir rechercher des questions dans la base de données, on va voir dans la deuxième phase, et trouver des textes qui contiennent a priori la réponse. Donc, on va voir que ça peut être un peu plus compliqué que ça. Et ensuite, donc dans la phase, donc là on a fait cette phase au préalable. Là après dans notre appli, imaginons que ce soit un chatbot. Donc notre utilisateur va arriver avec une question. On va également calculer le vecteur embedding représentant cette question-là. Et on va chercher dans la base de données vectorielle tous les, alors ça peut être une base de données normale, mais qui a le support du calcul vectoriel. On va chercher dans cette base-là
tous les vecteurs les plus proches. On va en remonter 5, 10, peu importe. Et en fait, on va mettre dans le prompt du LLM, donc c'était la phase d'augmentation que j'expliquais tout à l'heure avec l'exemple de prompt dans la petite bulle, on va mettre le contexte. Alors, oui, tu es un LLM qui s'y connaît en, je sais pas moi, en recherche médicale. Voici la question de l'utilisateur, comment on soigne telle maladie. Et après, on va lui remonter les bouts de texte pour lesquels on a trouvé des vecteurs similaires. On va retrouver les bouts de texte là qui disent, voilà, pour soigner cette maladie, il faut tel traitement. Et ensuite, le LLM, il a toutes ces informations-là, il va pouvoir créer sa réponse et on va pouvoir passer la réponse, du coup, à l'utilisateur. Donc, il y a vraiment ces deux phases, ingestion et retrieval. Et en fait, on voit qu'il y a quand même déjà pas mal de flèches dans ce diagramme-là, et il y a peut-être des choses qui peuvent plus ou moins bien se passer à différentes étapes. Donc, est-ce qu'on a réussi à charger correctement les documents et à les parser et avoir toutes les informations qu'il y a dans les documents? Je ne sais pas, des PDF avec des images, peut-être qu'on a parsé le texte, mais qu'est-ce qu'on a fait des images alors que les images contiennent des informations importantes? On peut avoir comme problème, donc je disais qu'il fallait découper les informations en petits morceaux, des chunks, mais du coup on fait des petits chunks, des gros chunks. Comment on les découpe? À quels endroits on fait les découpages? Parce que ça peut avoir une influence sur les résultats. On a aussi, est-ce que les chunks, du coup, ils sont pertinents par rapport au contexte de la question qui est posée? Qu'est-ce qu'on a encore? Est-ce que, donc je disais, les vecteurs qui sont proches, question, réponse, ah, c'est assez proche. Ouais, mais en vrai, peut-être que c'est pas si proche que ça. Donc, on va avoir des techniques pour avoir des meilleures comparaisons de vecteurs. On va voir ce qu'on peut faire. Et qu'est-ce qu'il y a encore? Et parfois, il peut aussi arriver que le LLM, malgré les informations qu'il y a dans le contexte, dans l'augmentation qu'on a faite du prompt, il peut éventuellement ne pas répondre avec les informations qu'il a là, à sa disposition. Et du coup, ça peut être aussi du prompt engineering, etc., pour améliorer le petit prompt que je montrais tout à l'heure, pour lui dire ne réponds qu'avec les informations, en essayant de bien insister qu'il faut absolument qu'il réponde avec ces informations-là et non pas utiliser son savoir intrinsèque qu'il a eu pendant son entraînement. Donc, on va déjà se focaliser sur les techniques d'ingestion. Donc, c'est la partie haute de mon diagramme. Donc, est-ce que l'aspect découpage en petits morceaux, on peut l'améliorer? Donc, on va évoquer 3 techniques. Je vais vous les détailler. Donc, je vais prendre, dans les exemples que je vais vous montrer, je vais prendre une page de Wikipédia sur la ville de Berlin. On va extraire son texte et on va essayer de couper ce texte-là en petits morceaux. Alors, une approche classique, c'est juste de, allez hop, je fais des morceaux de 100 caractères. Ok, pas de problème, pourquoi pas. Mais si on regarde, ça dépend où est-ce que la limite, la frontière entre les chunks se situe. Là, par exemple, si moi je demande quelle est la population de Berlin, on voit que la population, alors il y a 3,8 ici, et par exemple, l'autre chunk, il a 5 millions d'habitants. Mais cet autre chunk en orangé, là, on ne voit pas que c'est à propos de Berlin. On sait juste qu'il y a 5 millions d'habitants, que c'est une ville européenne, etc. Mais on n'a pas vraiment le détail. Et pareil, là, pour la région, on voit que c'est pareil, soit 6,2 millions. Donc, on peut imaginer que c'est... mais je ne sais pas, ça aurait été en français, ça aurait pu être des millions ou des milliards. Ça commence avec le même préfixe, MIL, etc. Donc, une idée intéressante, c'est de faire un overlap. C'est-à-dire pour éviter que, là, effectivement, ça avait été coupé ici, au milieu de 3,85. En fait, on peut se dire, en fait, non, mon premier chunk, il ira bien toujours au même endroit, mais le chunk suivant, le orangé, on va le faire commencer un petit peu plus tôt. On mange un petit peu, il va y avoir un overlap. On va vraiment avoir des chunks qui se marchent un peu sur les pieds. Comme ça, au moins, le nouveau chunk orange, il va avoir l'information complète, 3,85 millions d'habitants. On n'a pas Berlin, mais en tout cas, on a le bon nombre qui apparaît. Et une autre approche, on peut aussi se dire, on peut faire du découpage par phrase. Parce qu'après tout, si on a inventé nos langues humaines, c'est aussi parce qu'on met, avec une phrase commence par une et se termine par un. Ça, vous l'avez bien appris, ça, à l'école. Et c'est vrai qu'on peut couper une phrase en suivant son unité sémantique. Et souvent, on découpe, nous, quand on parle, quand on écrit des phrases, donc chaque phrase a une signification. Peut-être qu'il peut y avoir plus de détails dans d'autres phrases, etc. Mais en tout cas, en général, une phrase contient une information sémantique importante. Et on ne va pas la
coupé au milieu d'un nombre, par exemple, ou d'un nom ou quoi que ce soit. Mais par contre, on a toujours ce problème-là ici, c'est que là, le chunk, l'extrait jaune, là, orangé, ça dit it's more than 3.85 million inhabitants. Mais it's, ça représente quoi? Ben, en fait, ce pronom-là pointe vers Berlin. Mais on n'a pas cette information que ce pronom est à propos de Berlin. Peut-être que cette phrase-là, c'est la population de Lyon. On ne le sait pas. Quand on regarde cette deuxième phrase, sortie de son contexte, on ne sait pas. Donc, une approche que j'ai trouvée qui marchait pas mal, c'est cette notion de contexte parent et enfant. C'est-à-dire qu'on va calculer les vecteurs embedding sur la phrase en elle-même, mais on va aussi stocker son contexte. Par exemple, on va dire, je stocke le paragraphe dans lequel la phrase est située. Alors, ça peut être paragraphe ou alors ça peut être dans certains livres, je ne sais pas, du Marcel Proust ou je ne sais quoi, un paragraphe, ça peut être des pages et des pages. Donc, au lieu de faire éventuellement un paragraphe, on peut peut-être faire on va faire une fenêtre glissante, on va calculer le vecteur embedding pour avoir vraiment une concentration sémantique dans mon vecteur sur le vert foncé, mais je vais retourner dans le prompt du LLM les phrases autour de ce chunk-là. Donc, je vais rajouter par exemple une phrase avant et 2 phrases après. D'accord? Donc, comment on peut faire ça? Là, je vais vous montrer un petit peu de code. Alors, donc là, je ne rentre pas vraiment dans les détails de LangChain4j, tous ses composants, etc., comment ils fonctionnent. Mais on a différentes notions. On peut charger un document. Ce document-là, on peut le découper avec des classes qui sont faites pour ça. Donc là, par exemple, je vais dire, je vais découper par phrase. Et si jamais les phrases sont... Ah, c'est pas ça que je veux faire. Et si les phrases sont trop grosses, trop grandes, je vais quand même faire le découpage par nombre de caractères et avec un overlap, comme on avait en tout début. Ensuite, je vais dire, hop, j'explose mon texte en phrases. Et ensuite, c'est là que je vais faire... Alors, je le montre comme ça, c'est... J'ai juste une petite méthode qui me crée en fait une sliding window, une fenêtre glissante sur toutes mes phrases et qui fait 2 choses, qui crée donc, j'ai un petit record, celui-là, qui va stocker la phrase, mais qui va stocker également son contexte. Bon, regardez pas trop le détail, c'est pas très important, c'est juste voilà, une fenêtre glissante sur le contenu. Donc je reviens ici. Je vais utiliser un modèle spécial, c'est pas un LLM, c'est un embedding model qui va me retourner des vecteurs embedding, donc des tableaux de nombres flottants. Je vais utiliser ici une petite base de données en mémoire. Encore une fois, c'est un composant proposé par LangChain4j. Et je vais faire l'embedding, c'est-à-dire j'appelle l'embedding model, je lui donne tous mes segments, toutes mes phrases, et je les rajoute dans ma petite base de données vectorielle locale. Ensuite, donc là, je montre l'utilisation avec les composants bas niveau pour bien détailler tout. Après, on verra des approches un petit peu plus haut niveau qui sont proposées par LangChain4j. Donc, je vais faire la recherche on va dire directement en utilisant l'embedding store search, mais après, on peut configurer ça de manière déclarative. Et je vais dire, je veux 4 résultats dont le score minimum est 0,7. Donc, les valeurs, là, moi, j'utilise la similarité. 0, c'est des phrases qui n'ont rien à voir. 1, c'est des phrases qui sont liées, sémantiquement parlant. Et je vais également calculer le vecteur embedding pour la question, parce que je vais comparer ça avec les vecteurs embedding de tous mes segments. Et je vais afficher les résultats, etc. Ensuite, on va voir ici, donc j'ai besoin de mon chat language model. Donc là, je vais utiliser Gemini pour ça. Et là, on voit comment on fait manuellement l'augmentation de prompt, c'est-à-dire voici la question de mon utilisateur, base ta réponse sur les extraits suivants. Et là, dans les extraits, je vais lui donner non pas la phrase vert foncé qui est embeddée, mais je vais lui donner le contexte parent, c'est-à-dire la phrase et les phrases précédentes et les phrases suivantes. Et donc, je vais retourner ça, je vais remplacer extract par donc ce qu'on avait ici, hein, c'est tout ce vert clair plus le vert foncé. OK. Et après, voilà, je vais montrer, alors je les ai déjà fait lancer ce matin, donc c'est celui-là. Donc j'ai splitté mon texte en phrases, donc là les petites flèches, ça représente toutes les phrases de la page. La page Wikipédia est très 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 longue, ça raconte beaucoup de choses sur Berlin, je connais vraiment beaucoup de choses, donc on va arriver vers la fin, si j'y arrive, voilà. Pof, 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 la recherche elle commence ici. Donc question, combien il y a d'habitants à Berlin?
et on va voir le calcul de similarité de vecteurs qui est fait. Et donc là, 0,9, 19, là, c'est un bon score, c'est vraiment un bon score. Et on voit que la phrase qui a été embeddée, c'est celle-ci. On a calculé le vecteur pour cette phrase-là, et ça contient Berlin, population, capitale, etc. C'est pas mal. Par contre, ça ne contient pas le chiffre qui m'intéresse, 3,85 millions. Mais comme moi, je donne dans le contexte du LLM, je lui donne tout ce paragraphe-là, et ben, j'aurai l'information totale. Et l'intérêt de faire calculer l'embedding sur juste la phrase, c'est vraiment de moins diluer, parce que plus on a beaucoup de texte, en fait, plus on va dire la sémantique de ce texte est diluée dans le vecteur, et du coup, ça matche moins bien quand on fait la similarité, là ici avec ma question sur la population. Et après, on voit que voilà, il y a d'autres vecteurs, d'autres extraits qui ont donné des résultats aussi intéressants. Mais par exemple, on va regarder ce dernier-là, il a aussi un très bon score, très bonne similarité, mais en vrai, il n'y a pas du tout la réponse dans ce texte-là, même dans son contexte. Alors pourtant, il y a residence, et puis ouais, residence, ça fait écho à la population. Il n'y a pas Berlin non plus, mais malgré tout, la similarité est très très proche. Donc c'est pas parce que deux vecteurs sont proches que la réponse est forcément contenue dans le texte qu'on a remonté de la base de 2. Et après, donc voilà, il va me dire... alors, il a quand même trouvé plusieurs informations dans les différents extraits, parce que de la page Wikipédia, il dit, voilà, à l'intérieur de la ville, il y a 3,85, mais si on prend genre la banlieue, ça fait 4,5 millions, etc. Donc là, il n'a pas donné un chiffre, il en a donné plusieurs. Donc voilà, ça, c'est une première approche pour essayer d'améliorer la manière de chunker, de découper le texte en petits morceaux. Hop. Il y a une autre technique que moi j'aime beaucoup, c'est hypothetical questions. Donc là, les liens sont un petit peu en petit en haut à droite, mais je donne du coup des liens vers des papiers de recherche, des articles, etc., qui expliquent plus en détail ces techniques-là. Donc, on a vu tout à l'heure, là, il y avait un bon score de 0,90 presque pour une question versus un texte qui ne contient pas forcément l'information qu'on recherche pour répondre à la question. Et on compare une question avec un texte qui contient potentiellement une réponse. Mais si on comparait des questions entre elles, alors on va me dire, ouais, mais là, il n'y a pas de question. Qu'est-ce que tu veux dire par là? En fait, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut, là, on va embedder carrément des paragraphes plutôt, ou un certain nombre de phrases, et on va demander à un LLM de prévoir, enfin de dire, ce paragraphe répond à telle et telle et telle question. Et du coup, je vais lui dire, bon, prends ce paragraphe, dis-moi à quelle question ce paragraphe répond. Et le LM me génère plein de questions potentielles qui contiennent la réponse. Qui sont certainement plus proches de la question que le texte en lui-même. Et ça, pour faire ça, hop, alors ça, je peux fermer. C'est celui-là. Alors, j'ai fait l'ingestion et j'ai fait, comme tout à l'heure, en fait... Non, s'il faut que je montre aussi l'ingestion quand même. Parce que c'est justement là que c'est important. Donc, l'ingestion, hop, je vais utiliser Gemini. Je vais lui dire, retourne-moi un tableau de phrases, en fait. Je lui donne le schéma de la sortie. Et ensuite, alors, donc je découpe par paragraphe, ok. Et pour chaque paragraphe, en fait, j'ai ce prompt-là que je vais utiliser. Donne-moi 10 questions dont les réponses pourraient, pourraient être données par le texte proposé par l'utilisateur, donc le paragraphe. Et aussi, n'utilise pas de pronoms, soit explicite à propos des sujets, des objets, des compléments de la phrase, parce que sinon, il pourrait utiliser des pronoms, et du coup, ça ne va pas forcément bien matcher. Et ensuite, on va faire notre recherche. Alors, la recherche est par ici. Alors, et du coup, dans la base de données vectorielle, je mets l'embedding pour la question, mais je vais retourner le paragraphe du texte. Donc, c'est un petit peu la même approche que tout à l'heure. J'embed la question pour comparer question à question, mais dans le contexte de l'augmentation du prompt, je vais donner le paragraphe entier. Et donc après, voilà, je fais ma recherche comme tout à l'heure et je retourne le paragraphe.
Et après, j'affiche les résultats. Je lui fais générer la réponse avec les résultats qui me sont donnés. Donc, je montre, je l'ai déjà exécuté. Il doit être par ici, hypothetical questions. Et donc, par exemple, ah oui, là, du coup, j'ai pas refait la phase d'injection. Mais du coup, combien il y a d'habitants à Berlin? Eh ben, le LLM aura généré différentes questions. Par exemple, what is the population of the urban area of Berlin? On voit que ça match beaucoup mieux 0,94 que 0,4, enfin beaucoup mieux 0,03, mais en tout cas, c'est mieux encore que les scores qu'on avait tout à l'heure. Et c'est marrant parce que la recherche va donner plusieurs fois le même contexte, parce qu'en fait, il y a d'autres questions qui ont été générées. Parmi les 10 questions pour ce paragraphe-là, il y a plusieurs questions qui parlent de la population. Et du coup, à la fin, moi, dans l'augmentation de contexte, là, du coup, là, je l'affiche ici, c'est répondre à cette question-là et base ta réponse sur les extraits de la page Wikipédia. Et il me met qu'un seul extrait parce que toutes les questions générées pointaient vers ce même extrait pertinent, même s'il y avait d'autres endroits avec d'autres chiffres qui étaient intéressants, comme dans la précédente réponse. Mais là, du coup, ça me donne une réponse aussi plus simple. Peut-être pas aussi complète, que j'ai pas la banlieue, etc. Mais ça me donne en tout cas une bonne idée et une réponse en tout cas précise. Après, il y a d'autres approches. Alors, je ne vais pas forcément toutes les montrer en détail. Celle-ci, Contextual Retrieval, c'est une approche qui est proposée par Anthropic. Alors, ce qu'il faut dire aussi de l'approche précédente, c'est que quand on va calculer les embeddings, ça veut dire aussi que non seulement on fait des calculs de vecteurs embedding, mais on va appeler un LLM pour chaque paragraphe ou chaque page ou quelque chose comme ça. Ce qui veut dire que c'est des coûts aussi en plus en termes de tokens. Mais on le fait paragraphe par paragraphe. Donc, c'est le nombre de tokens, grosso modo, de la page entière, par exemple. Là, l'approche d'Anthropic est différente, mais un petit peu similaire, mais elle coûte beaucoup, beaucoup plus cher en tokens. Donc, Anthropic, comme des fois, pour plaisanter, je dis que moi, je suis payé au token, que vous utilisez et que vous payez. Anthropic, je pense qu'ils sont peut-être dit la même chose, que là, on a trouvé une bonne technique, mais qui fait utiliser beaucoup de tokens et dépenser beaucoup d'argent aux utilisateurs, mais qui marche vraiment plutôt pas mal. Et cette approche-là, en fait, c'est de dire, situe-moi cet extrait, par exemple ce paragraphe, dans le contexte de tout le document. Mais au lieu de passer comme moi tout à l'heure, juste des paragraphes par paragraphe, ici, à chaque paragraphe, on repasse tout le document. C'est-à-dire que s'il y a 1000 paragraphes, on va passer 1000 fois le document entier et ça va coûter pas mal de tokens à la fin. Mais ça donne des bonnes choses. Sans entrer dans le détail du code, je vais juste vous montrer, je crois, la sortie. Par exemple, pour donc le premier paragraphe avec la population, etc., il me contextualise un chunk et on va calculer l'embedding sur ça et non pas sur le texte. Et ça part ouais, c'est un article sur Berlin, ça parle de la population, de sa localisation, de son économie, etc. Et du coup, ça match assez bien avec la question, quelle est la population de Berlin? Contextual Retrieval, donc ça marche pas mal aussi, mais ça coûte cher en tout cas. Ensuite, donc, je parle d'embedding model, mais il n'y a pas qu'un type d'embedding model, il y en a plusieurs, il y a plein de fournisseurs d'embedding model, et la qualité aussi des résultats dépend de l'embedding model qu'on choisit. Si par exemple, on a des données multilingues, si une personne pose une question en anglais ou pour laquelle, en tout cas, la réponse est dans un texte en français, si on n'a pas un embedding model qui lui-même est multilingue, les vecteurs vont être très différents. Donc, il faut que des vecteurs embedding modèle soit multilingue si on veut être capable de poser des questions dans différentes langues. Donc ça peut avoir une importance. Après, il y a plein de benchmarks qui existent sur les embedding models pour les comparer les uns avec les autres. Il y a aussi, par exemple, moi, celui que j'utilise sur Google Cloud, là, il est aussi entraîné pour différentes tâches. Donc, il y a questions-réponses, il y a trouver des documents similaires. Qu'est-ce qu'il y a d'autre encore? Faire du fact-checking. Donc, ils ont été entraînés spécialement pour différentes tâches et on peut les configurer pour utiliser cette tâche particulière pour que ça réponde mieux aux besoins. Si on cherche des documents similaires, on ne va pas utiliser l'approche réponse, question-réponse, quoi.
Donc, le choix de l'embedding model est important. Moi, quand j'ai expérimenté un petit peu il y a un an sur le sujet, j'ai essayé aussi des petits modèles d'embedding comme, comment il s'appelle, All, je vais demander à Philippe, il va le connaître par cœur, All LM V6, là, All Mini LM, oh, je sais plus. Bon, un nom comme ça, et qui marchait très très bien pour de l'anglais. Mais dès que j'avais évidemment d'autres langues, bah, lui, il a été entraîné que sur de l'anglais, donc ça marchait vraiment pas très très bien. Et j'ai fait un autre projet aussi où je calculais les tendances des topics sur Blue Sky. Et on peut utiliser des LLM pour faire des choses comme ça, c'est intéressant. Et c'est là où je me suis aperçu, ouais, mais les résultats, là, quand ils me trouvaient les topics, bah, ça marchait pas très bien. Ne serait-ce qu'à cause des différences de langue, mais aussi sur certains sujets où quand il y avait des emojis, ils ne comprenaient pas toujours trop bien ce que ça voulait dire, ou des choses comme ça. Donc le choix de l'embedding model peut impacter effectivement la qualité de l'ingestion et du coup de remonter après des résultats. Après, il y a des bases de données. Et là, je parle de bases de données vectorielles. RAG, c'est pas que avec des bases de données vectorielles et de la comparaison de vector embedding. Là, on peut aussi faire des recherches hybrides, mélanger de l'Elasticsearch, des requêtes SQL, etc. On n'est pas obligé. Là, je parle vraiment surtout d'embedding model et tout ça, mais on n'est pas forcément obligé d'utiliser ça. Cela dit, donc il y a certaines bases de données qui sont aussi plus ou moins puissantes ou ont des fonctionnalités supplémentaires qui peuvent être intéressantes. Par exemple, être capable de faire du metadata filtering, c'est-à-dire on va stocker les chunks, le vecteur, mais également d'autres métadonnées par rapport à cette information-là. Donc peut-être que je vais avoir des colonnes supplémentaires dans ma base de données, dans ma table, qui va dire, ah oui, tous ces chunks-là, c'est à propos de tel document, ou c'est à propos de telle ville, de tel continent. Voilà, on va peut-être pouvoir filtrer et ne rechercher que dans un sous-ensemble des vecteurs. Donc on aura des recherches plus rapides, mais aussi on va faire des comparaisons vectorielles avec finalement moins de vecteurs et trouver plus de vecteurs pertinents dans les informations qu'on va remonter et quand on va augmenter le prompt. Donc le choix de la base de données peut également être important. Maintenant, on a calculé tous les vecteurs. On va regarder tous les embeddings, etc. On a découpé en petits morceaux et tout. On va regarder comment on peut également améliorer les techniques de retrieval. Donc là, c'est la deuxième partie de mon diagramme en dessous. Donc on a notre utilisateur, on calcule le vecteur embedding de la question, on cherche dans la base de données vectorielle les vecteurs qui matchent, on met ça dans le prompt et on retourne la réponse. Oui, mais il y a des choses qu'on va peut-être pouvoir améliorer. Par exemple, il y a ce qui est query compression. En fait, en particulier quand on fait des chatbots, bah, on va avoir une conversation. Et la conversation, bah, peut-être que ça va être quelle est la capitale de l'Allemagne? Deuxième question, où est-ce que cette capitale est située? Mais on dit where is it situated? On ne se dit pas Berlin. Ou alors, combien il y a d'habitants là-bas? Mais là, c'est pareil, on ne sait même plus de quoi on parle, de quelle ville, de quel pays, de quoi. Et en fait, il y a une technique qui s'appelle la query compression, où on va garder la trace de toute la discussion, mais on va créer une requête, une question compressée qui résume un petit peu toute la conversation qu'il y a au préalable. Et du coup, bah, quelle est la vraie question qu'on veut poser ici en noir? Bah, en fait, la vraie question qu'on veut poser, c'est combien il y a d'habitants à Berlin? Et ça, c'est très facile, par exemple, à configurer dans LangChain 4j. Alors, c'est lequel? Query Compression. Donc, je fais toujours. Alors là, j'utilise les composants d'un peu plus haut niveau pour faire du RAG. C'est un peu plus simple que les approches que je vous ai montrées jusqu'à présent. Donc, j'ai un truc qui va rechercher dans les bases de données vectorielles. J'ai mon modèle de chat. Et là, on va utiliser cette notion de AI service où on va configurer différents composants du framework pour dire j'utilise ce langage, ce language model, ce LLM. J'utilise, là c'est ce qu'on va voir, le Retrieval Augmenter qui va faire la recherche vectorielle, mais également la compression de requêtes. Et j'utilise également une mémoire de la discussion en cours, parce que justement, j'ai besoin des questions précédentes pour être capable de trouver la bonne question synthétique. Et donc, c'est ici, j'ai vraiment juste à rajouter une transformation de requête pour calculer le vecteur embedding de ma requête sur ce dialogue transformé plutôt que juste sur la dernière question qui est posée. Et si j'exécute ça, on va voir que, alors, hop, query compression. Par exemple, la première question, la capitale de l'Allemagne, OK, il répond directement.
mais si je demande sa situation géographique avec un pronom, il va reformuler la question. Alors d'ailleurs, elle est un peu longue, celle-ci, c'est pas toujours le cas, mais là, il parle de, oui, la situation géographique de Berlin. Donc j'ai quand même bien les bonnes informations. Alors après, il se dit, oui, par rapport à l'Allemagne de l'Est, la RDA, la RFA, là, il est allé assez loin dans sa reformulation. Et dans la troisième question, là, how many people live there, il a remplacé par what is the population of Berlin, Germany. Et ça va bien matcher avec les recherches qu'on va faire dans notre base de données. Et ce changement-là, c'est vraiment une ligne. Donc c'est assez puissant. Donc l'autre chose qu'on peut faire, c'est la transformation de requêtes. Donc c'est une autre technique. Comme on a vu les questions hypothétiques, on peut. Ah oui, tu avais une question? Ouais. Et la compression fait appel à un LLM. Oui, tout à fait. Donc par contre, alors de la consommation de jetons, mais aussi de la latence en plus. C'est-à-dire qu'on rajoute ça en plus. Tout à fait. La Hypothetical Document Embedding, donc on va aussi faire appel à un LLM, mais pour comparer des réponses à des réponses. On va utiliser éventuellement un LLM plus petit qui coûte moins cher en token, ou au prix par token. Par exemple, on va dire, au lieu de chercher What is the population of Berlin, on va demander à un LLM de générer la réponse qui pense être correcte. Peut-être qu'il va répondre, il y a 3 millions d'habitants à Berlin, même si ce n'est pas tout à fait correct. La structure de la phrase va bien matcher avec ce qu'on a en base de données vectorielles. Et on peut utiliser un plus petit LLM pour faire ça, pour que ce soit aussi plus rapide et que ça coûte éventuellement moins cher. Et ça, bon, j'ai pas beaucoup de temps, je ne sais pas si je vous montre tous les exemples. Je peux vous montrer hypothetical. Voilà. Et en fait, le truc qui est important, c'est il y a un prompt quelque part. Où est-ce qu'il est mon prompt? Non, bah si, c'est celui-là, du coup, oui. En fait, je demande juste au LLM de répondre à la question sans utiliser l'approche RAG. Et je vais utiliser la réponse sans le RAG pour comparer avec, par contre, en utilisant dans l'approche RAG, je vais utiliser cette réponse-là. Et ça donne des résultats aussi pas trop mal. Est-ce que je l'ai exécuté celui-là? Hypothetical document. Et par exemple, voilà, Gemini, j'ai utilisé Gemini, il me dit il y a 3,6 millions d'habitants dans son savoir, dans ses données lors de l'entraînement, il pense qu'il y a 3,6 millions d'habitants. Et effectivement, ça match pas mal, 0,90, avec la phrase qui contient il y a 3,85 millions d'habitants quand on fait les calculs de similarité. Alors, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il y a aussi le query routing. Donc, peut-être que j'ai que des informations sur Berlin, mais si ce n'est pas des questions sur Berlin, peut-être que j'ai envie d'aller chercher sur le web des réponses. Donc, on peut aussi router vers soit différentes bases de données, différentes tables, ou utiliser différents modes de recherche, voire les combiner. Ça se fait assez bien. Il y a ce que je disais tout à l'heure par rapport au metadata filtering, c'est-à-dire de ne filtrer que sur les données qui vont être pertinentes par rapport à la question. Donc, par exemple, peut-être que je m'intéresse qu'aux villes européennes, donc je ne vais pas regarder les villes étrangères. Donc, ça va me remonter plus de résultats pertinents. Le re-ranking, alors ça, je ne l'ai pas montré, mais j'avais un exemple. Il y avait plusieurs chiffres. C'est celui-là. Et 46 re-ranking. C'est le fait que, donc, non, ou peut-être que, alors je ne sais plus dans lequel c'était, il y en a un où je vous disais, donc là, par exemple, je fais la recherche, quelle est la population de Berlin? Il a trouvé différents chiffres. Il m'a trouvé deux résultats intéressants, mais en utilisant le re-ranking, on va voir ce que c'est que le re-ranking, mais à la base, quand je fais la recherche de base, normalement, il me remontait 5 résultats. Mais là, j'ai des calculs de score. C'est le score de re-ranking ici. Et par exemple, il y a un tout petit paragraphe qui contient juste Berlin. On ne sait pas trop pourquoi il a été coupé comme ça. Et il a un très mauvais score de re-ranking. C'est-à-dire qu'en fait, on utilise un autre modèle pour répondre à la question de savoir si ce texte répond à la question de l'utilisateur. Et ça donne un score. Et ça, c'est pareil, c'est assez facile à utiliser parce qu'il y a des modèles de re-ranking. Où est-ce qu'il est? Dans LangChain4j, il s'appelle ça un scoring model qu'on va configurer. Et quand on a notre content aggregator, on peut lui donner l'API de re-ranking et dire le score qu'on veut, enfin minimum, etc. Et du coup, ça va réordonner. Donc, parmi ces 5 résultats, attends, il y en avait combien? 1, 2, 3, 4, 5. 5 résultats qui avaient été donnés.
je n'en sélectionne que 2 qui contiennent certainement des informations de population. Effectivement, le premier contient bien 3,85 millions et l'autre 3,75 millions. Suivant les dates, etc., c'était peut-être pas forcément exactement les mêmes chiffres dans la page Wikipédia, mais on a refiltré les réponses pour savoir si elles matchaient la question posée. Et c'est un autre modèle qui fait ça. Et ce n'est pas forcément le LLM. Après, je vais juste finir sur donc, ce qui est plus une approche RAG, agentique, pardon, qui est le nouveau truc à la mode. Les agents, ça va être un peu le buzzword de 2025. Et comment faire pour répondre à des questions un peu plus compliquées. Donc, ça utilise la capacité des LLM à savoir qu'il existe des fonctions qui pourraient être appelées pour étendre son savoir, ses connaissances. Par exemple, si je demande quelle est la météo à Lyon, les LLM ne connaissent pas quel est le temps à un instant T. Mais par contre, on peut dire au LLM, ah tiens, il existe une fonction qu'on peut appeler qui s'appelle getWeather, qui est capable de prendre un nom de ville en paramètres. Et le LLM peut répondre, ah ouais, comme je ne connais pas l'information, est-ce que tu pourrais appeler cette méthode pour moi? Et c'est nous, un développeur, qui appelons, c'est jamais le LLM qui appelle directement. Nous, on appelle une API, je ne sais pas, l'API de Météo France, si elle en a une. Et l'API va répondre, bah, OK, il fait beau à Lyon. Et du coup, notre application retourne automatiquement, c'est fait automatiquement par le framework et tout, va retourner la réponse JSON au modèle. Et le LLM va cette fois-ci pouvoir répondre, eh ben oui, il fait beau, il fait soleil à Lyon. Et toutes les phrases les flèches en grise, en fait, l'utilisateur final ne les voit pas. Il voit juste sa question et sa réponse. Et tout ça, c'est un peu de la machinerie interne. Et en fait, donc là, je vais passer très vite sur les agents IA, mais l'idée d'un agent IA, c'est finalement un LLM à qui on lui a donné des capacités de planning, de décomposition de tâches, comment répondre à une question complexe en la décomposant en petits morceaux, d'appel de fonction, de réflexion, par exemple, est-ce que ce que j'ai répondu est correct ou pas? Est-ce que je peux raméliorer, peut-être rappeler un autre outil? Et aussi éventuellement de faire du multi-agent, c'est-à-dire avoir des agents, donc des LLM avec tout ça, qui sont capables de discuter entre eux, mais qui sont spécialisés pour une tâche donnée. Peut-être un agent qui... Donc, l'exemple que je vais donner, c'est par exemple, si moi j'avais un utilisateur qui demande en fait 3 questions dans une, c'est-à-dire quelle est l'origine de Berlin, sa population, sa situation géographique, ben, je vais pouvoir éventuellement décomposer ça en différents sujets. Donc moi, je vais dire à mon premier agent, identifie les différents sujets de la question, créer des questions, parce que je vais utiliser hypothetical questions qu'on a vu au début, fait la recherche vectorielle et collecte les réponses et génère un rapport. Mais du coup, cet assistant-là, cet agent-là va utiliser un outil. Cet outil-là va faire la recherche vectorielle et va appeler un autre agent dont le job, ça va être juste de créer le résumé des informations qu'on a trouvées dans la base de données vectorielle. Et du coup, lui va retourner un rapport sur les origines. On va le rappeler pour un rapport sur la population, etc. On va collecter tous ces rapports-là. Et le premier agent, celui qui drivait un petit peu tout le truc, va faire la synthèse de ces rapports-là et donner la réponse finale. Donc là, si j'arrive ici, Agentic RAG. Donc j'ai créé mon assistant qui est ici. Je lui donne un petit peu le planning à faire. Mais je lui ai également donné un outil. C'est cet outil-là. Avec LangChain4j, en fait, je peux annoter des méthodes et il va automatiquement appeler ces outils-là, ce function calling-là, de manière transparente pour l'utilisateur. Et lui, il va aussi appeler son propre assistant qui fait les résumés des sujets, quoi. Et du coup, alors si je montre l'exécution finale de celui-là, Agentic RAG, on va voir qu'il va faire donc il découvre qu'il y a 3 sujets et il va faire plusieurs recherches avec plusieurs questions. Il va faire un premier rapport sur la population. Il va faire d'autres recherches sur la géographie. Il fait un deuxième rapport. Là, il refait une recherche sur les origines historiques. Il trouve un autre rapport. Et là, à la fin, on va voir la synthèse de ces 3 rapports. Et là, il les a bien séparés en 3 sections. Ce n'est pas toujours le cas. Et des fois, quand il n'a pas trouvé la bonne information, il se peut qu'il refasse un autre appel à un même, ou avec des questions différentes pour continuer à améliorer ses résultats sur le sujet. Parce qu'en fait, donc, RAG, ça répond assez bien à des questions
simple. Donc là, c'est un peu une hiérarchie de questions. Répondre à oui ou non, ça va, c'est facile. Ou trouver le nombre de la population, bah, c'est pas très très compliqué. Mais quand on a, ah non, hop, pardon. Quand on a, je croyais que j'avais une petite animation. Quand on a, comme tout à la fin, la toute dernière question, ce qu'on appelle les multi-hop questions, c'est-à-dire, imaginez, je pose la question, quel est le prénom de l'épouse du président du pays dont la capitale contient la Tour Eiffel? Il y a combien de questions là-dedans en fait? Bah, d'abord, il faut trouver la Tour Eiffel, elle est dans quel pays? Dans quelle ville, dans quel pays? Le président de ce pays, ah bah, c'est Macron. L'épouse de Macron, c'est Brigitte. Et bah, son prénom, c'est Brigitte. Mais il faut répondre à plein de questions. Et RAG, quand on fait la recherche vectorielle, on ne peut pas poser cette question-là. Ça va être complètement dilué. On va avoir des vecteurs qui sont vraiment pas pertinents pour répondre à la question. Donc, une approche, ça peut être d'utiliser ce genre d'approche agentique pour essayer de décomposer des questions plus compliquées en questions plus simples et de les agréger au final. C'est une approche en tout cas qui fonctionne assez bien. On a vu plein de techniques. Je ne peux pas vous dire utiliser absolument celle-là ou telle autre parce qu'en fait, il faut les tester par rapport à ces données. Parce que pour un certain domaine, peut-être que ça va bien marcher. Peut-être que pour d'autres types de documents, ça va moins bien marcher. Donc, ce qui va être important, là, je ne le couvre pas du tout dans cette présentation-là, mais il me faudrait 1 heure en plus, c'est aussi le sujet de l'évaluation. Il faut mettre l'évaluation très tôt dans un projet d'intégration de LLM, de RAG, etc. Parce qu'on va vouloir tester les choses. On va faire une implémentation peut-être naïve, et après, on va se dire, mais comment je peux améliorer ça? On va essayer peut-être hypothetical questions ou du re-ranking. Est-ce que ça donne des meilleures réponses? Mais il va falloir mesurer à chaque fois les changements qu'on fait pour voir si ça répond mieux aux questions des utilisateurs. Et on imagine que les utilisateurs vont poser telle question, mais peut-être qu'on se fait aussi une mauvaise idée de ce qu'ils vont poser. Donc, ça va être important de monitorer et de voir comment améliorer la qualité des réponses. Donc, il n'y a pas une bonne, une bonne technique à employer tout le temps, mais ça peut être une combinaison de certaines de ces techniques qu'on a vues aujourd'hui. Donc, merci beaucoup pour votre attention. Les différents bouts de code qu'on a vus dans cette présentation-là font partie d'un workshop que j'avais fait l'année dernière. Et donc, vous pourrez retrouver également les détails, comment ça a été implémenté, etc. Et je les ai mis à jour en plus hier. Donc, les questions, je les prends dehors parce qu'on n'a pas trop de temps. Voilà, merci encore.